Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, et comme il est de coutume, plusieurs actualités enroulées. Politique, nous voilà plus d'une semaine après le discours du président du Faso suite au drame d'Inata. Nous sommes aussi à 4 jours de la fin de l'ultimatum du CFOP, chef de file de l'opposition politique, pour une éventuelle demande de la démission du chef de l'État. Depuis, plusieurs engagements ont été pris par le dernier cité, enquête administrative sur des dysfonctionnements, nomination au sein des forces armées. Nous reviendrons sur ces actualités avec le ministre Marie-André Nana. Et puis, sport, Ligue 1, l'ONAB, participation des étalons au championnat d'Afrique de karaté. On restera avec le ministre des Sports puisque nous l'avons pour revenir sur les performances et aborder certaines actualités dans ce secteur. Et enfin, culture, dans ce journal du dimanche au soir, avec KPG, le forgeron conteur burkinabé. Nous parlerons de son initiative, le col de la forge, un espace qui permet de nous connecter, dit-il, avec nous-mêmes, de vraies forges pour réduire les minerais. L'homme entend perpétuer cet art millénaire à Arbolé-Samba. Pour être plus précis, comment? Le détail dans ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, nouvelle nomination au sein des forces armées nationales. Le même mouvement s'est observé dans plusieurs segments de la gendarmerie nationale. Les Burkinabés ont pu constater aussi la remise du rapport de l'enquête administrative sur les dysfonctionnements relevés avec le drame d'Inata. La pression continue aussi dans les rues. Nous y revenons dans un élément qui est signé Abdoul Rahim Nyenye. Le 9 novembre dernier, au cours d'une conférence de presse, l'opposition politique annonce qu'il donne un ultimatum d'1 mois au président du Faso pour trouver une solution à la situation sécuritaire. Au cas contraire, elle demandera purement et simplement la démission du chef de l'État. 5 jours après, pour ne pas arranger les choses, le détachement de la gendarmerie d'Inata subit une attaque. Elle est qualifiée par certains acteurs politiques de la majorité présidentielle d'attaque la plus honteuse, même si son bilan 53 morts n'est pas le plus lourd que nous ayons connu à une attaque. Le président du Faso reconnaît des dysfonctionnements au sein de l'armée. En effet, ces gendarmes avaient lancé un cri de détresse, manque de matériel et de nourriture, sans aucune réponse. Le chef de l'État ordonne alors une enquête administrative pour situer les responsabilités. En attendant, le commandant du groupement des forces du secteur nord et le commandant de la première région de gendarmerie sont suspendus de leurs fonctions. Cela n'empêche pas les organisations de la société civile de battre le pavé le 27 novembre pour exiger le départ de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État. La marche jugée illégale, les manifestants sont dispersés, non sans conséquences. Si le calme revient après les courses-poursuites dans les rues du centre-ville de la capitale, les heures qui suivront seront marquées par l'arrestation de plusieurs présumés meneurs. Pourtant, 2 jours avant ces manifestations, le président du Faso s'est adressé à la nation. Dans son message, Roch Kaboré annonce plusieurs mesures. Mise en place d'une équipe gouvernementale plus restreinte, lancement d'une opération main propre pour lutter contre la corruption et la présence des gradés de l'armée sur le terrain des combats. Le 3 décembre, le président du Faso fait des nominations au sein des forces armées nationales. Le colonel David Cabré est nommé commandant du groupement central des armées. 13 autres officiers sont nommés à des postes de commandement. Quelques jours avant, le 29 novembre, c'est la gendarmerie qui a connu des changements. 10 officiers de gendarmerie sont nommés à des postes de commandement. Parmi eux, le lieutenant-colonel Evrad Somda, qui est fait commandant de la Légion spéciale de gendarmerie. Il reste dans la mémoire de beaucoup l'un des symboles de la résistance au coup d'État de 2015. Fait remarquable dans les dernières nominations, le commandant de la première région de gendarmerie, qui avait été suspendu après l'attaque d'Inata, a été remplacé. Est-ce le début des sanctions? En tout cas, le rapport de l'enquête sur le drame d'Inata a été remis au chef de l'État le 30 novembre dernier. Les Burkinabés attendent de voir ce qui en sera fait. L'un des points scrutés concerne la position de l'opposition réunie au sein du chef de file de l'opposition politique. Son ultimatum arrive à son terme le 9 décembre, dans quelques jours donc. La solution, disait le chef de l'État, ne consiste pas à casser le thermomètre. Faut-il craindre que le mercure remonte? Les jours prochains le détermineront.
Nous l'annoncions en titre. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Sports, Dominique Marie-André Nana. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Tweet TV. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai qu'on va parler sport, ce qui est votre dada, mais avant on va parler politique parce qu'il y a ces sujets-là qui nous prennent tous. Et qui cristallise toutes les attentions. On a suivi l'élément tout à l'heure qui était assez intéressant, qui retraçait, on va dire, nos dernières semaines, depuis le drame de Inata et les engagements pris par le président du Faso. Pour beaucoup d'observateurs de la scène politique et de notre scène tout court burkinabé, on avait, depuis l'accession au pouvoir du président Roch Kaboré, jamais été aussi vraiment dans le fond. Est-ce que vous pensez cela ? Je voudrais d'abord, avant tout, m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ces soldats que nous perdons pratiquement quotidiennement. Et dire que au niveau du gouvernement, nous avons aussi les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes colères lorsque ces attaques arrivent. Et dire aussi que les efforts sont faits pour pouvoir remonter la pente et qu'il n'y a pas un peuple qui a été vaincu sur cette terre tant que ce peuple a pris conscience de où se trouve son intérêt et où se trouve la contradiction qu'elle doit résoudre. La contradiction principale aujourd'hui auquel le peuple burkinabé fait face, c'est la question du terrorisme. Et le terrorisme, elle n'est pas seulement que militaire. Le terrorisme, c'est le fruit de la pauvreté. Et si aujourd'hui nous restons dans le tout militaire, nous allons créer le lit à d'autres terrorismes parce que tous ceux qui vont être frappés par la pauvreté, du fait que nous n'avons pas réussi à faire des écoles, des dispensaires, des routes, vont demain être des terroristes. Donc il faut que l'ensemble du peuple se rende compte que le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le défi même de l'existence du Burkina Faso. Et c'est à ce niveau que je comprends très bien la colère de mes compatriotes. Mais c'est aussi à ce niveau que je ne comprends pas que les gens puissent vouloir nous divertir pour amener le combat ailleurs. La case est en feu, tous les efforts doivent être conjurés pour éteindre cet incendie, plutôt que de vouloir chercher à identifier quel sera le coupable qui puisse être mis en avant pour masquer les problèmes qui se posent. Monsieur Milson, vous écoute, mais qui veut envoyer le problème ailleurs et où ? Non, vous avez dans votre élément fait ressortir l'ultimatum que l'opposition aurait donné et les marches qui ont été organisées. Je dis que c'est de dévier le problème parce que le président démissionne, que des marches puissent s'organiser sur l'ensemble du territoire, tant que la question du tourisme n'est pas résolue, notre peuple n'aura pas satisfaction. C'est pour ça que je dis que la question principale, la question à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, ce n'est pas une question de conquête du pouvoir, ni de conservation du pouvoir, mais c'est de mettre fin au terrorisme. On a senti, parce qu'on parlait aussi à un moment donné de cet autre tournant, il y a eu une attaque, et puis après il y a eu le discours du président qui était quand même aussi très attendu. On l'a vu très marqué, ça au moins tout le monde est d'accord là-dessus par ce qui s'est passé, et même dans la valeur aspectuelle, on a senti que ça a été un gros coup pour le président. Et puis à cette phrase-là, j'ai compris, comme vous le dites aujourd'hui, on a compris la douleur des uns et des autres, mais pour beaucoup, c'est la première année d'un second mandat. On n'est pas en début. Et il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, qui sont attendues par le nombre de Burkinabés depuis, sur les questions d'opération même propre et tout. Vous êtes avec lui, vous travaillez avec lui. Maintenant, pour vous spécifiquement, il est dit que vous êtes l'un de ses amis, l'un de ses proches, en tout cas de longue date. On se demande, est-ce que depuis, on ne lui dit pas la vérité, ou bien ce que vivent certains qui pensaient depuis longtemps qu'on était quand même dans un fond, c'était pas sûr, c'était pas accepté, mais il y avait un déni. Est-ce que vous qui êtes autour, il y a cette vérité qui est dite? Je pense que je lis parfois certaines analyses sur cette question de il est mal entouré, il est mal conseillé. Je ne me sens pas visé du reste. Mais je voudrais dire que Roch Kaboré est un des hommes politiques les plus avertis, les plus expérimentés, les plus compétents de notre pays. Il a été DG de banque, il était ministre, il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il a dirigé le CDP, il a dirigé le MPP, il connaît très bien ce pays, il connaît les réalités de ce pays. Nous avons une administration aujourd'hui qui malheureusement aussi est sujette à beaucoup d'inquiétudes.
Nous avons une armée qui, de 1966 à 2014, était au pouvoir. La plupart des officiers que vous avez aujourd'hui ont été formés dans ce paradigme de l'armée est au pouvoir. Aujourd'hui, être commandé par des civils est un autre paradigme qui arrive et qui suscite sûrement à leur niveau aussi certaines inquiétudes. On peut tout dire, sauf que Roch Kaboré n'écoute pas. Parce que le nombre de mesures qu'il a pris pour avoir écouté les ressentiments de son peuple, on ne peut pas, si on veut faire l'émission sur ça, on ne va pas finir de les compter. Mais je crois que, comme on dit, cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que quand tu es président, tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec des gens à qui tu donnes ta confiance. C'est lorsque tu te rends compte que le travail que tu as confié à des gens est mal exécuté, à tel point que ça peut arriver à des drames comme celui qu'on a vécu à Inata, il est important que ça donne l'occasion de créer un ensemble de mouvements. Le reste, cette fois-ci, ce n'est pas un discours seulement. Au lendemain du discours, vous avez vu que les actes se suivent. Ce soir encore, il y a eu une vingtaine d'officiers qui étaient mis à la retraite d'office. Ce qui veut dire que et la sphère de recomposition de l'état-major opérationnel et la sphère rajeunissement en mettant à la retraite certains officiers, c'est un cours. Donc, cette fois-ci, je pense que c'est l'heureuse faute qui nous permet d'avoir la rédemption que tout le monde espérait. D'accord. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas d'accord aussi avec cette façon de voir? Parce que pour beaucoup de Burkinabés, vous dites il y a que le président est attentif, en tout cas, ce qui est fait comme critique, ce qui est fait comme proposition, mais à chaque fois, il faut que ça cogne dur pour qu'on ait ce type de changement. Il a été quand même 2 fois ministre de la Défense. Maintenant, c'est ces changements-là qu'on a parce qu'il y a eu une attaque, il y a eu comme une pression très forte. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans la réaction? Non. Vous verrez que le général Saint-Pouré est rentré d'abord comme ministre délégué. Il n'y a pas eu de mouvement qui a fallu qu'il passe comme ministre à temps plein. Voilà. C'est un processus qui est en cours, sur lequel nous travaillons depuis un certain bout de temps, de manière à permettre à un certain nombre d'officiers de valeur que nous avons de prendre la direction de l'armée et de pouvoir mener ce combat. Mais comme j'ai dit, nous ne nous focalisons pas seulement sur l'aspect militaire, parce que ce n'est qu'une infime partie de ce combat. Il y a le front militaire, il y a le front de la communication, il y a le front du développement économique, parce que tant que nous n'avons pas résolu la question de pauvreté dans notre pays, nous serons toujours en prise à ce tir de terrorisme. Tant que les gens ne vont pas comprendre que balancer une information non recoupée peut créer plus de drames que la balle du terroriste, chacun ne comprend. Et c'est souvent un peu cette prise de conscience qui nous manque à tous. Quand je dis tous, c'est nous tous, y compris nous au niveau du gouvernement. On a l'impression que les sacrifices là doivent être consentis par d'autres. Comme si nous n'avons pas besoin nous-mêmes de consentir des sacrifices. C'est avec peine que nous avons dû nous résoudre à couper l'Internet mobile. Mais regardez la réaction de la population, du peuple. En droit, on dit à l'état de nécessité. Créer une infraction pour empêcher la commission d'une infraction plus grave. Toucher aux libertés est quelque chose de vraiment très difficile pour un démocrate comme Roch Kaboré. S'il y est arrivé, c'est qu'il y avait réellement un souci de sécurité publique, un souci de sécurité nationale. Dieu merci, on a pu circoncire ce risque qui était là. Mais la semaine sans Internet, qui est le sacrifice que nous, population, nous avons dû consentir. Mais s'il faut faire une année sans Internet pour que la sécurité revienne, je ne vois pas en quoi c'est un sacrifice trop important. Maintenant, je dis, ce n'est pas la solution. Ce que vous dites est très intéressant, parce qu'on allait aussi l'aborder, la question de restriction de certaines libertés. C'est vrai que ça a été mal vécu par beaucoup. Maintenant, il y a une question qui est adressée aussi, celle du mode de communication qui a accompagné cela. Pour beaucoup,
ça a pêché. Et puis deuxièmement, bon, dans quelle impasse, du point de vue sécuritaire, nous étions, et qu'est-ce qui a été réglé pour que aujourd'hui on est là. Pour beaucoup, bon, ça tombait pile poil avec la période de manifestation et ça semblait une coïncidence un peu grosse. Monsieur Va, avec tout le respect que j'ai pour le CEFOP et pour les OSC qui organisaient, qui appelaient à manifester, honnêtement, ce n'était pas une menace pour le régime Kaboré. En toute honnêteté, les partis qui constituent aujourd'hui le CEFOP, y compris les OSC qui se sont créés à l'occasion de ce mouvement, n'ont pas la capacité de mobiliser notre peuple pour faire une insurrection. Les raisons, le ministre de la Défense l'a donné à l'Assemblée nationale, il y avait des raisons de sécurité. Et permettez-moi de ne pas en dire plus parce que malheureusement, aujourd'hui, même nos ennemis nous écoutent, nous suivent, nous lisent. Donc, accepter. Nous savons que c'est une mesure qui a beaucoup peiné notre peuple. Nous continuons toujours à réclamer l'indulgence du peuple, mais qu'ils comprennent que c'était vraiment pour des nécessités de sécurité. C'est vrai que vous parlez du CEFOP, vous parlez de la société civile peut-être à des mots instrumentalisés ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y avait aussi, quoi qu'on dise, un sentiment partagé qui était celui aussi populaire. On n'a pas, ce qu'on a pu constater nous, il n'y a pas eu à attendre un mot d'ordre, par exemple, du CEFOP pour qu'il y ait des sorties dans plusieurs parties de l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est une réalité. À ce niveau, comme j'ai dit, il faut être aveugle, sourd et vraiment insensible pour ne pas être choqué par ce qui s'est passé à Inata et bien avant. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes en but à cette île et j'aimerais bien que quand même chacun se pose la question, à qui profite le crime? Quel intérêt nous avons à maintenir le tourisme? Bien au contraire, nous faisons tous les efforts que nous pensons être les meilleurs pour arriver à bout de ce phénomène, pour nous permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Donc, assurément, nous sommes les plus grands perdants par le fait que le tourisme continue à demeurer au Burkina Faso. On n'a aucun intérêt. Et sachez que tous les efforts sont faits pour qu'on puisse remonter la pente. Mais il faudrait bien que les Burkinabés se posent une question. Quelle armée avons-nous? Moi, j'ai fait le SNP en 1985. Lors de nos manœuvres de sortie, nos cadres, les sergents et caporaux qu'ils faisaient, négociaient avec nous pour toucher les Kalachnikov, les RPG-7, les 12-7, les canons 100-600 et sans recul, parce que c'est des armes qui ne leur étaient pas accessibles. À l'époque, l'ensemble de l'armement de Burkina Faso était stocké au SNEC à Pau. Lorsqu'il y a eu la guerre du Mali en décembre 1985, le Mali, pendant les 2-3 premiers jours de la guerre, est venu pratiquement en roue libre. Le temps que les armes quittent pour revenir sur la ligne de front, pour qu'on puisse maintenant faire la contre-attaque et puis pouvoir remonter la pente. Après ça, pendant les 27 années du régime Compaoré, vous pouvez vous demander à tous les militaires, il n'y avait plus de formation. Et là, ce sont les militaires qui ont tiré à balles réelles. Dois-je vous rappeler que même le tout-puissant RSP, lorsqu'on a tiré des obus sur le Nabakoum, tout le monde a fui, y compris le général Diengéré, qui allait prendre le mur pour entrer à l'annonciature. Oui, même sur le ministre. C'est pour dire, non, que militairement, nous ne sommes pas prêts. Et ça, c'est une réalité aussi à laquelle nous avons dû faire face. Oui, mais monsieur le ministre, à quelque chose de malheur, bon, le président Roch Kaboré, lorsqu'il vient pour son premier mandat, il est accueilli par une attaque. Ça veut dire que la donne même commençait à changer. Et je crois que même les dernières consultations électorales, je parle de la présidentielle, le sujet central, c'est qui peut mieux nous sécuriser. C'était votre offre qui avait été choisie. Parce qu'on s'est dit, avec vous, si je pense de la majeure partie des Burkinabés, au regard de ce que les résultats nous ont donné, c'est qu'on serait dans une situation qui était bien meilleure. Mais, au constat aujourd'hui, il y a une bonne partie du Burkina qu'on ne maîtrise plus. Je ne vais pas prendre l'exemple de Dabou, où il y a par exemple des drapeaux qui flottent, dont celui du Burkina a été descendu. Ça, par exemple, c'est les faits. Vous parlez de cette armée, il y a 6 ans quand même aussi que vous devriez la réformer. Vous devez nous proposer autre chose.
C'est vrai, une armée ne se forme pas en 6 ans. Une armée combattante ne se forme pas en 6 ans. Lorsque vous allez à une fête foraine et que les fusiliers traditionnels là tirent avec leurs fusils, quelle est votre réaction? Imaginez quand vous êtes sur le champ de bataille et qu'une balle siffle à vos oreilles. Ça vous glace le sang. La plupart des gens meurent au combat sans avoir pu réagir parce que le but de l'arme là même les glace. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous dites que 6 ans ne suffisent pas. J'arrive. Donc on est foutu. Non, on n'est pas foutu. Ensuite, il faut faire confiance aux techniciens. Nous sommes des politiques. Nous avons une offre politique que nous envoyons. Mais sur la question des armes, c'est des techniciens. C'est l'armée qui a ses modules de formation, qui a sa manière de se préparer, qui a mis des stratégies en place qui, pour le moment, n'ont pas donné des résultats. Mais comme je répète, ils sont au travail. Et quitter la sphère politique, vous pensez que les soldats, les officiers et autres, ceux qui arrivent au front, sont contents de perdre autant d'hommes? Vous pensez ça? Il n'y a personne ne le pense. Non, donc, je vous dis, aujourd'hui, quand vous réfléchissez bien et que vous dites à qui profite le crime, vous voyez très bien à qui profite le crime. À qui? Non, c'est vous les analystes politiques, c'est à vous de sortir cette analyse. Vous êtes mon invité sur le plateau, je pense que vous posez plus de questions que vous n'y répondez. Non, le sujet est absolument important qu'il faudra que les gens quand même poussent la réflexion. C'est vrai que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes émotifs, nous sommes sujets à subir la pression de ces drames-là et se demander. Prenons le drame d'Inata. Le manque de vivre, qui est le sujet qui a été mis en avant immédiatement après l'attaque, ne doit pas nous faire occulter le fait qu'on ne peut pas chaque fois venir nous surprendre à 5h30 du matin, qu'on ait une base des bases qui soient un peu à côté, qui n'interviennent pas pour venir en secours de celles qui sont attaquées. Et les dysfonctionnements dont il est question, c'est les dysfonctionnements que les techniciens doivent pouvoir apprécier de façon lucide, en dehors de nous, nos calculs politiciens. Il faut nous donner quelle est la réponse militaire qu'on peut apporter, et comme je vous ai dit, la réponse militaire n'est qu'une réponse partielle. Vous parliez de réponse, je vous propose, et ce sera la dernière question, justement concernant ce pan échange sur les questions politiques. Il y a ce qu'attendent beaucoup aussi les Burkinabés, c'est l'opération main propre. On entend déjà beaucoup dire, bon, est-ce qu'il faut y croire? Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont citées dans des affaires. Nous, journalistes, on a fait tellement de papiers, la SULC même, dans des rapports, on a tellement de noms, mais on n'a pas eu une once de dynamique qui inquiète et tout et tout. Aujourd'hui, c'est un engagement que prend le président du Faso. On devrait y croire. Non seulement c'est un engagement, mais c'est déjà mis en œuvre. Il a déjà reçu le contrôleur général et bientôt ils vont revoir le procureur. Donc la procédure est en cours. Je veux dire que nous, de notre génération, on a été éduqués avec 2 complexes. D'accord. Le sexe et l'argent. On ne nous a jamais parlé de sexe en famille. On ne nous a jamais parlé d'argent en famille. On a tous découvert ça dehors, avec les bons et les mauvais côtés. Il y a des gens qui se sont adonnés au sexe, qui sont devenus férus de sexe. Il y a des gens qui sont adonnés à la recherche effrénée de l'argent, qui sont devenus férus de l'argent. Moi, je suis pratiquement arrivé à l'université sans connaître l'argent. Parce que même à mon secondaire, j'étais boursier, mais je prends la bourse, je viens remettre à mon papa. L'enfant n'avait pas le droit de manipuler l'argent. Donc, une fois que tu deviens boursier, on te donne les 37 500. Tu es assis, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Beaucoup de gens au sortir de la révolution sont tombés dans ce problème. Pendant les 4 années de révolution, on a eu un ascète qui était au pouvoir, qui a serré les boulons
Et lorsque Blaise a récupéré la chose, il a ouvert toutes les vannes. Chacun s'est dit, allez, la course à l'enrichissement. Encouragé par l'ensemble de la population. Pour y avoir été des compagnons de Thomas Sankara, nous avons entendu des gens se moquer de nous pour dire que notre président là c'est un idiot, pour être 4 ans au pouvoir et mourir sans avoir construit une maison pour son papa. Aujourd'hui, si on vous nomme aux responsabilités, dès demain, vous verrez déjà qui viennent vous soumettre des problèmes à des hauteurs de millions de votes. Oui, mais c'est pas pour ça que vous allez confondre l'argent du contribuable puis vos poches. Je ne suis même pas pour qu'on confonde. D'accord. Voilà. C'est pour dire que l'ensemble de la société a été pris dans ce phénomène. Et quand vous prenez aujourd'hui le développement de l'industrie du loisir au Burkina Faso, et regardez le nombre de maquis qu'il y a, avec tous les effets pervers qu'il y a derrière. Vous décidez de toucher à ça aujourd'hui, parce que vous voulez un peu moraliser la vie publique, c'est des milliers d'emplois aussi que vous mettez en danger. Non, monsieur le ministre, ce que vous dites... Je serai raisonnable pour venir, pour dire que la nécessité de faire l'opération main propre et de la faire totalement est une nécessité absolue. D'accord. Et il faut que cette fois-ci, chacun joue son rôle. Quand il dit chacun joue son rôle, il n'appartient pas au gouvernement de lutter contre la corruption. Il y a la SCE qui a, de par la loi, le pouvoir de saisir directement le procureur. Il y a le procureur qui a tous les pouvoirs possibles pour pouvoir saisir aujourd'hui, se saisir de tout dossier. Même un dossier qui est dans la presse, il peut en prendre et faire un dossier. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, ni le ministre de la Justice, ni le président du FASO ne peuvent donner instruction au procureur. La justice est relativement libre pour mener ces procédures. Je souhaite que cette fois-ci, notre justice soit à la hauteur du rendez-vous que l'histoire lui donne. Et je souhaite que vous, de la presse, vous sachiez aussi indexer qui est mis en cause par rapport à un dossier. Lorsqu'il y a un dossier de prévarication que vous voyez, s'il n'appartient pas au président du FASO ni au Premier ministre de poursuivre l'auteur de cette malversation. Oui, mais monsieur le ministre, si c'est cela, je pense que notre presse fait un grand boulot et qui permet de mettre beaucoup de pistes à l'endroit des uns et des autres qui sont d'ailleurs interpellés. Et je crois que si le président du FASO prend l'engagement d'une opération main propre, c'est parce que même dans la réalité de la séparation des pouvoirs, il a un rôle impactant à jouer. Et ça aussi, c'est important. J'ai dit que c'était la dernière question parce qu'on a 1 heure, on est déjà pratiquement à la moitié et on vous a aussi, puisque vous êtes ministre des Sports, on va parler aussi sport, mais c'est juste après cette transition. Dans la partie sport donc de ce rendez-vous, on aura plusieurs actualités à aborder. Un petit point de la Ligue 1 Lona B avec 2 matchs, Majestic S Sonabel 1-0. Et on va commencer par celui plutôt EFO Royal qui s'est terminé aussi par un score de 1-0. C'est vrai que c'est pas par lui on devrait commencer. Et si la régie nous le permet, on aimerait bien avoir le résumé donc de ce match. Et donc frange du JDS Journal du dimanche soir. Claude Romba, bonsoir. Oui, bonsoir. On voit tout à l'heure donc le but de Hamza Traoré donc qui permet donc à l'équipe de Royal de s'imposer dans ce match contre l'Étoile filante de Ouagadougou. Il faut dire que Hamza Traoré donc est le meilleur buteur de cette équipe de Royal FC. On sait que l'Étoile filante de Ouagadougou au relais donc de sa victoire de la 10e journée était en pleine confiance, mais écoutez, c'est aussi ça le football. Je vois donc le ministre des Sports et des Loisirs qui évidemment
rit beaucoup parce que bon, on sait qu'il est ancien dirigeant de l'ASFA Yenega, même s'il est du côté donc, du ministère des Sports, ben, ça doit faire plaisir au ministre de voir donc, l'Étoile filante de Ouagadougou chuter 1-0. Bon, c'est juste pour chahuter. Quand cela ne tienne, il faut dire en tout cas que ce face au foot, évidemment, est des plus engagés cette saison, avec évidemment donc tous ces résultats. Claude Romba, oui. On va se permettre, parce que j'avais dit qu'on allait avoir deux petits résumés. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'est le but de Efo Royal. On va aller avec le résumé du match de Majestic à Sonabel. 1-0 aussi, c'était le score final, et puis après on échange. Tout à fait. Le match de Majestic S Sonabel n'est pas prêt. Mais on peut avoir quelques points. On peut avoir quelques points de cette 11e journée du face au foot. L'ASFA Yenega, ça va peut-être faire plaisir donc au ministre des Sports et des Loisirs qui a été, je ne sais pas si ça a été quand même, a été tenu en échec, un but partout face à Vitesse FC. Le RCB a tenu également l'AS Police, ou du moins c'est l'AS Police qui est allé donc du côté donc de Bobo du Lasso avec un nul heureux face au RCB, un but partout. L'ASK et Majestic nul également blanc entre ces deux équipes. L'ASEC de Koudougou contre Kiko FC, nul blanc également entre ces deux équipes. L'ASFB, la grosse surprise de la journée, puisque l'ASFB a battu l'Union Sportive des Forces Armées, qui était donc leader de ce face au foot, 2-0. C'était donc le choc des deux extrêmes, puisque évidemment le dernier a battu donc le premier. L'AS Sonabel et Majestic Sporting Club, victoire de Magiciens, 1-0. Et donc l'Étoile filante de Ouagadougou, on l'a vu tout à l'heure, qui a été battu par Royal, 1-0. Donc c'est l'ASFA aujourd'hui qui est donc dans le fauteuil de leader donc du face au foot avec 19 points plus 6. L'Union sportive des forces armées est donc deuxième avec 19 points plus 3. Le RCK est troisième avec 18 points plus 2. Le Majestic pointe à la 4e place avec 17 points. Kiko, la grosse surprise, donc on peut le dire également de ce championnat, de ce début de championnat, puisque Kiko donc qui donc est promu est donc 5e de ce face au foot. Et bien entendu les derniers sont l'ASFB 10 points et la SK qui est donc promu 8 points de ce face au foot. On revient donc avec les images de Majestic à Sonabel. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Majestic et la S Sonabel. Battu 2-0 lors de la journée précédente par Kiko FC, les électriciens se devaient de rattraper le retard pour le haut du classement. Mais c'est sans compter sur une équipe de Majestic qui a été aussi tenue en échec à la 10e journée. Et les points perdus à Zignari, il fallait forcément les rattraper ce soir. Ils se sont donnés à cœur joie. Je pense que ce match aussi on l'a mérité parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a été un peu inefficace devant. Donc Dieu merci, on a pu avoir un but. Je pense que c'est l'essentiel. Nous allons continuer à travailler. C'est les jeunes joueurs. C'est pas facile avec eux, mais il faut toujours les booster pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense toujours que c'est notre fraîcheur physique. Parce que comme je disais la fois passée, ils sont plus jeunes, plus enthousiastes. Et lorsqu'ils ont une bonne condition physique, c'est sûr qu'ils vont toujours terminer les matchs forts. Je pense que ce soir encore on a respecté la loi, donc les fraîcheurs physiques a prévalu. L'AS Sonabel produit du bon jeu, mais la finition pose problème. Pour Mahamadi Bagué, coach des électriciens, ces poulains ont manqué juste de chance pour revenir au score. Il y avait une équipe qui a produit vraiment l'énergie sur le terrain, qui avait la volonté, la détermination et qui s'est procuré des occasions de but. Malheureusement, on prend un but sur un penalty. C'est une faute qu'on fait dans la surface. Une faute, je dirais vraiment, je n'arrive même pas à comprendre parce que c'est pas l'adversaire qui a le ballon, c'est nous qui avons le ballon. Voilà, et ensuite on vient dégager le ballon, l'adversaire met le pied et puis paf. Après on poursuit l'égalisation, on revient jusqu'à 3-5-2, 3-4-3. On a fait tout ce qu'on pouvait faire tactiquement pour revenir au score. On a sorti un défenseur, mais un attaquant. Moi, je n'ai pas l'impression que mes joueurs ne sont pas battus sur le terrain. Franchement, ce qu'on peut se reprocher, c'est qu'on a fait 90 minutes sans marquer. Notons qu'avant la 11e journée, l'AS Sonabel comptait 15 points et classé 6e contre 14 pour le Majestic, son adversaire du jour, 7e. Avec cette nouvelle victoire, Majestic totalise 17 points et se retrouve sur le haut du tableau.
Retour sur ce plateau. Je suis toujours avec Claude Omba et Monsieur le ministre des Sports. On vient de regarder quelques prestations de nos joueurs. Une ligne Lonabé, on va dire, qui se porte comme elle se porte, mais en même temps qui se dispute sur des stades qu'on connaît qui ne sont plus homologués pour qu'on puisse continuer à recevoir au niveau international. On sait que c'est l'un de vos grands chantiers. On nous a réunis plusieurs fois pour parler de milliards en la matière. Monsieur le ministre, ça fait 10 milliards environ pour le stade du Katout qui évidemment aujourd'hui est fermé pour raison des travaux. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop ce qui se passe au niveau du stade du Katout, qu'à cela ne tienne. On a bon espoir en tout cas que les travaux ont commencé. Monsieur le ministre, vous confirmez que les travaux ont véritablement commencé. C'est vrai qu'on a vu les maquis ont déserté, mais est-ce qu'en ce qui concerne les travaux en tant que tels, est-ce que ça a véritablement commencé? Oui, vous savez que le Conseil des ministres en octobre a octroyé le marché à un groupement burkinabé et turc qui s'est mis à la tâche. Il y a eu la partie démolition et malheureusement il y avait un peu d'amiante dans les parties vestiaires. Il a fallu donc procéder au traitement de cette amiante qui vient de finir. Donc aujourd'hui ils vont pouvoir commencer les travaux proprement dit, que ce soit au niveau du stade lui-même et au niveau de la pelouse. Voilà, monsieur le ministre. Souffrez de ne pas pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur et attendez qu'on vous donne un stade aux normes internationales et de très bonne qualité. Évidemment, monsieur le ministre, dans un contexte assez qu'on connaît du Burkina Faso, en tout cas, surtout, on connaît la passion des Burkinabés pour le football. Vous avez dit, je ne suis pas prisonnier du temps. Et après, le ministre a dit qu'on n'est pas prisonnier du temps. À côté, on voit des pays comme le Niger qui réussissent quand même à voir leur équipe nationale évoluer à domicile. C'est quand même une pression. Il s'agit d'abord de savoir qu'est-ce qui nous a été reproché au stade du Katout. D'accord. Si c'était juste une question de pelouse, on aurait pu trouver une pelouse pour jouer les matchs à partir de septembre. Mais il y a et nos vestiaires et le système de sécurité. Et la vidéosurveillance, et l'Internet dans la tribune de presse, et les sièges dans les gradins. Et ensuite, maintenant, ils sont venus ajouter la pelouse. Donc, on n'a pas les mêmes... C'est pas sur les mêmes points que nous avons été suspendus comme les autres terrains. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai dit que je ne suis pas prisonnier du temps parce que c'est cette pression-là qui amène les gens à faire des infrastructures de mauvaise qualité. Et si je le dis, ce n'est pas seulement pour le stade, mais pour l'ensemble des travaux que nous menons aujourd'hui. Et tous mes collaborateurs vous diront que je ne suis pas quelqu'un qui cède à la pression. Donc, donnons-nous le temps de faire des infrastructures de qualité, de manière à ce qu'on ne retombe plus dans ce problème. Évidemment, c'est vrai que vous n'êtes pas quelqu'un qui cède à la pression, mais est-ce qu'il y a des... Parce que là, on voit les infrastructures qui s'écroulent par moment. C'est vrai que vous n'étiez pas encore là, mais bon, l'administration est à une continuité. Évidemment, vous devez donc endosser cette responsabilité, même si on reconnaît que vous n'y êtes pour rien dans ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y aura des sanctions par rapport donc à ces entreprises-là qui ont donné évidemment des prestations qui n'ont pas été à la hauteur, parce que juste avec un élément l'élément du temps qui permet d'apprécier normalement, on voit que déjà face à cette vérification-là, les infrastructures s'ouvrent déjà. Chaque stade a sa réalité et nous avons demandé un travail documentaire pour avoir un peu l'état de tous nos stades, du point de vue des images, du point de vue aussi des techniciens qui vont nous dire sur chaque stade quels sont les défauts qu'il y a. C'est en fonction de ça qu'on pourra dire qu'il y a des sanctions à prononcer ou des sanctions à ne pas prononcer. Parce qu'il y a eu ce recours au synthétique qui a été pratiquement réclamé par toutes les populations, mais malheureusement qui n'était pas maîtrisé par nos techniciens, surtout en matière de construction de stades. Donc la plupart ont péché, et ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas la technique. Ça, c'est de deux, je crois qu'il y a aussi le rythme. Vouloir faire un stade chaque année pour les festivités du 11 décembre, faisait que les temps mis pour faire les études, sélectionner l'entreprise et commencer les travaux,
pratiquement le délai est trop court pour pouvoir faire des infrastructures de qualité. Et la plupart des gens ont cédé à la pression de vouloir faire l'infrastructure pour que le 11 décembre, on puisse tenir l'événement là-dessus. Et le 11 décembre est reporté, mais s'il devait se tenir, vous verrez que les travaux de Zignaré, de Boussé comme de Zoro ne seraient pas achevés au 11 décembre. D'accord. Voilà. Et je suis prêt à subir cette sanction, mais je préfère faire le travail de qualité en respectant les délais qu'il faut pour que ces gens d'ouvrage-là ne connaissent pas de difficultés après. C'est vrai que vous n'êtes pas président. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce le stade du 4 août sera donc remis? Le délai d'exécution est de 11 mois. Nous avons délibéré en octobre. Nous espérons que en septembre 2022, le stade du 4 août sera à disposition, peut-être bien avant. J'ai vraiment juste une question, parce que évidemment tout le monde se pose cette question, notamment au niveau des primes. On voit que les équipes nationales, on dit que le ministère a fait la part belle au football avec les primes. On connaît un peu les primes, on voit peut-être 2 500 000 ou 3 millions quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que dans les autres disciplines dites mineures, ils défendent toute la même nation, mais ils en souffrent. Claude Romba, je vais permettre au ministre de répondre à cette question justement parce qu'on a un genre de transition et ça il faut qu'on le dise. Vous parlez des autres sports. On a quand même nos karatékas qui sont du côté de l'Égypte. La moisson s'est arrêtée à la 3e médaille de bronze pour les étalons du championnat d'Afrique, au championnat d'Afrique de karaté. Après donc la belle entame constatée lors du match du premier jour de compétition, les poulains du coach Jean-Blaise Silga n'ont pas pu ou n'ont pas su maintenir le cap. Ils ont laissé filer sous leur nez les 6 finales de bronze. Kabirou Dao, Samiratou Compaoré, Traoré Daouda Kader, Sadi Nestor et Farida Li sont tous tombés lors de leur petite finale. Le plus dur aura donc été la défaite lors du match de la 3e place en comité pour équipe homme. On parle d'un arbitrage partisan, en tout cas c'est ce que nous a rapporté notre correspondant sur place, Somda. Les étalons perdent sur tapis vert face aux Libyens. Les explications donc dans quelques réactions que nous vous proposons. C'est évident, parce qu'à partir des résultats du premier jour, moi j'étais convaincu qu'on serait à 5 ou 6 médailles. Ce qui faisait partie de mes estimations, d'ailleurs même à 7 en comptant une éventuelle finale de Alan. Mais la compétition a des règles et souvent les meilleurs perdent et il faut l'accepter et continuer à performer. L'essentiel pour moi c'est qu'on n'a pas régressé par rapport à Tanger, donc le combat continue. Mais vous savez, avec le Covid, avec les JO, l'emploi du temps global sportif de l'année 2021 a été chamboulé et puis il faut prendre les choses comme elles viennent. Bon, je peux dire qu'en fin de combat, l'adversaire menait déjà 1-0 et moi qui étais le dernier combattant contre lui. Et un Libyen, je suis allé chercher le nion de 2 points, mon chigué du niveau ventre. Et il s'est abaissé, dans le pied est venu au niveau de son visage. Donc, par là, karaté 4 mars, on peut dire que c'est un Mugabe. Il s'est abaissé, donc il devait être sanctionné et moi je devrais avoir la victoire parce que c'est lui qui s'est abaissé. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils m'ont disqualifié en même temps de donner la victoire, ce qui était injuste. Non, je me mets la faute sur moi parce que la meilleure est venue. Il faut pas mettre la faute sur l'autre tout le temps. Il faut se sacrifier soi-même pour aller de l'avant. Un point qui nous est proposé, on va dire comme ça, par Wilfried Somda, qui est du côté de l'Égypte et qui nous partage donc les performances des étalons. Je reviens donc au ministre des Sports et à la question des primes, parce que là on a parlé du sport football et on a les autres sports. Aujourd'hui, la question des primes, comme le dit Claude Lomba. Pourquoi il n'y a pas une uniformité des primes entre les équipes nationales? C'est un faux débat. Déjà en football, ce n'est pas les mêmes primes. Les seniors n'ont pas les mêmes primes que les juniors, que les cadets. Au niveau des autres disciplines, les joueurs seront en participation à des phases finales de Coupe d'Afrique et verront que le traitement sera le même. Ah, d'accord. Quand ils sont partis pour les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de différence entre les disciplines. Que ce soit pour les Jeux Olympiques, que ce soit pour les Paralympiques, les mêmes primes ont été servies dans la même quantité. Et je tiens à dire une chose, c'est que la question des primes, c'est la question mineure. Si vous savez les efforts qu'on a fait pour que les karatékas puissent se retrouver en Égypte,
Et vous comprendrez que les primes, c'est le côté mineur. Et pour faire partie de cette délégation, nous a coûté un peu les pots de la fesse. Et je comprends un peu la déception du président parce que c'est une délégation qui a été un peu handicapée par 6 à 8 cas Covid dès le départ, qui a fait que une partie des athlètes ont été retenus à Ouagadougou, et ce qui fait qu'ils n'ont pas été à armes égales pour pouvoir combattre. Sinon, c'est une discipline qui doit pouvoir nous apporter beaucoup de satisfaction. Donc, ce qu'on peut retenir, il y a une uniformité des prix selon donc, les participations. Il s'agit justement du niveau de participation. Du niveau de participation. Peut-être une toute dernière je ne vais pas vous permettre ça. En tout cas, merci bien, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs. Je réitère encore toute la compassion que nous avons par rapport aux événements qui se déroulent dans notre pays et toute notre détermination à nous battre pour que les choses changent. En tout cas, merci bien, monsieur le ministre. Et on va toujours vous recevoir ici, Intu TV qui reste au cœur du sport avec ses rendez-vous, que ce soit en français et en Bouré, ce qui est quand même innovant. Et donc, donner le meilleur de ce qu'on a comme actualité en la matière. Merci d'être passé, monsieur le ministre. On va nous terminer ce JDS avec la partie culture. Et dans la partie culture, natif de Arbolé, localité située dans la province du Passoré au Burkina Faso, KPG, de son vrai nom Gérard Kientega Pilouende, forgeron et conteur professionnel, a réalisé dans son village un atelier de forge. La cérémonie d'installation est intervenue le 20 novembre dernier et cela a eu la participation massive notamment des populations d'Arbolé et d'autres villages de forgerons. L'objectif de cette initiative est bien de contribuer à la pérennisation des pratiques ancestrales africaines. Sanata Siré pour le point et après on échange justement avec KPG. Le travail du fer, un art millénaire et magique exercé en Afrique par les forgerons, appelés les maîtres du feu et du fer. Ces forgerons ont joué un rôle crucial dans la civilisation africaine. Avec le marteau comme extension de leurs mains, ils arrivent à manipuler le métal comme de l'argile, une fois chauffé dans un feu de charbon, et le façonner sous diverses formes sur leur enclume. Dans plusieurs pays africains, les forgerons pratiquent des rites ancestraux qui leur confèrent un rôle important dans la société. Les ancêtres utilisaient une technique traditionnelle pour pouvoir obtenir le fer à partir des minerais qu'ils choisissent soigneusement. Et il existe plusieurs types de minerais qui permettent d'obtenir différents types de fer. Donc nous sommes en train de trier le minerai. Pour enlever les bons minerais et puis laisser les mauvais minerais et puis laisser les bons minerais. Ces traditions uniques de réduction des minerais de fer ne sont plus pratiquées ou du moins ignorées par la majeure partie des populations en général et des forgerons en particulier. Pour pérenniser cette pratique, le forgeron comptait KPG, de son vrai nom, Gérard Kientega Pilouende, a réalisé cet atelier de forge à Arbolé dans son village natal. L'objectif étant de préserver l'identité culturelle africaine. Une manière pour lui d'enseigner à la jeune génération les techniques ancestrales de réduction des fer. 3 jours durant, l'occasion a été donnée à la population de Arbolé et ses environs de connaître les différents types d'outils utilisés dans la forge et les différents types de fourneaux utilisés pour la réduction du fer. C'est ça qu'on appelle, ça fait partie des fourneaux, des bossés. Mais maintenant, il y a 2 types de tirage. Il ne faut pas confondre, surtout les élèves du CM2. Je vous ai dit, on n'extrait pas le fer, on extrait le minerai. On fait la réduction du fer. Ils ont surtout appris à cet atelier le processus de réduction du fer, depuis l'allumage jusqu'à l'extraction. Cette cérémonie a été marquée par des démonstrations et l'installation symbolique d'un atelier de forge traditionnel. L'ambiance était au rendez-vous, la mobilisation aussi. Ont également pris part à cette cérémonie d'installation et de démonstration de l'art de la forge à Arbolé, des forgerons venus de 48 villages du Burkina Faso, dont 18 villages de forgerons des 4 coins du pays.
Tous étaient présents pour un partage de connaissances et de savoir-faire endogène africain dans le métier de la forge. Retour sur ce plateau avec KPG, l'initiateur de tout cela. Bonsoir KPG. Bonsoir. Conteur, on le sait. Oui. Forgeron aussi. Oui, et puis c'est le dernier qualificatif qui nous réunit ce soir. Oui, on peut voir, Rabolé, vous avez plusieurs personnes de ressources pour ce qui est de travailler le fer. C'est ancestral. Oui. Mais vous décidez de le refaire encore chez vous. C'est quoi? Il y a la perte de ses valeurs. C'est quoi le sentiment profond? D'abord, je voudrais quand même dire gratitude à l'entité suprême, aux esprits du ciel et à tous les ancêtres qui ont su injecter un peu de leur connaissance dans chaque grain de poussière afin que nos pas se nourrissent à l'école de leur savoir et savoir-faire. Moi, j'ai remarqué qu'en tant que forgeron, la forge a plusieurs missions. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est la mission, aller juste quand il y a la foudre qui tombe, quand il y a quelqu'un qui ne va pas, juste l'aspect symbolique, l'aspect philosophique. Or, il y a l'aspect création, l'aspect économique qui est dans le métier de la forge. Donc, fort de tout cela, moi j'ai remarqué que les scientifiques également ont dit que nous avons découvert le fer 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais comment on peut expliquer cette interruption-là? Comment on peut expliquer que 8 siècles avant Jésus-Christ, nos forgerons sont restés toujours à l'état primaire, incapables de fabriquer des véhicules, incapables de fabriquer des choses qui répondent aux normes de la société actuelle. Donc c'est pour cela que moi je me suis dit, il faut repartir parce que nos ancêtres avaient de la connaissance, ils avaient une science qui permettait d'installer. Parce que dans l'atelier de la forge, la dynamique est très importante. La dynamique de la continuité. Donc nous avons demandé avec les forgerons qui sont venus, nous nous sommes assis, on a réfléchi, on s'est dit, écoutez, si nos ancêtres avaient su mettre en lumière cette connaissance, c'est-à-dire à partir du minerai. Aller à la montagne, aller dans les sites où il y a le minerai de fer, qu'on appelle Yanga, venir au niveau du fourneau, faire la réduction du fer, prendre cette loupe-là, arriver au niveau de l'atelier de l'inamovible enclume qu'on appelle Palukudnavakiskre. Et c'est dans cet espace-là qu'on va créer, transformer, trouver des outils pour pouvoir donner à la population pour cultiver et entretenir leur vie. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on regarde les autres forgerons qui sont à l'extérieur, quand on prend par exemple les forgerons comme Dassault qui fabriquent des avions, on prend les forgerons comme Toyota qui sont là avec des véhicules et il n'y a pas de forgerons par exemple, Kietega qui fabrique quand même des véhicules ou des avions. Donc, on s'est dit qu'il y a un problème. Donc, c'est fort de tout cela et qui a fait que nous, on s'est dit, on va se retrouver, on va réhabiliter la mission de la forge, faire en sorte que les forgerons puissent reprendre et jouer leur rôle qui les a été assigné. Vous parlez d'un atelier, ce qui est intéressant d'abord, vous parlez pratiquement 4000 personnes qui viennent le soir pour regarder et apprendre. Donc, il y a se réapproprier ce qui est d'abord notre, et puis il y a la question de l'adapter aussi aux besoins du moment. Vous parlez de l'industrie. Elle prend forme comment? Alors, l'industrie, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce que la mission de la forge, c'est pas seulement l'aspect symbolique. C'est ça. Parce que c'est comme je disais, vous savez, le sens que nous donnons à notre symbolique, c'est ça qui détermine notre singularité. Aujourd'hui, si on dit que nous sommes forgerons et nous sommes incapables de pouvoir connaître les missions de la forge, savoir c'est quoi un forgeron, à partir de quand on dit que tu es forgeron, c'est-à-dire qu'il faut répondre aux critères. Donc, un forgeron doit être capable non seulement de connaître la philosophie, la science et la philosophie de la forge, et aussi l'aspect création, l'aspect production, qui permet de créer de l'emploi et en même temps qui permet aussi de faciliter l'activité humaine. Réadapter en fait les outils de la forge, parce que moi j'ai remarqué que dans les outils de la forge on est toujours resté au daba ancien et tout ça, alors qu'on voit qu'il y a des forgerons ici au Burkina Faso qui sont créateurs, qui ont des génies créateurs mais qui ne sont pas encouragés. Et donc c'est pourquoi nous avons créé cet atelier là pour pouvoir appeler tous ces créateurs là, tous ces créateurs, toutes ces créatrices qui sont un peu partout, qui vont venir dans l'atelier de la forge transmettre pour éviter cette rupture. Justement, ce que KPG vous dit est très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le Burkina, on est consommateur de fer, on a nos portails.
qui sont à faire, avec de belles arabesques, moi je vais appeler ça comme ça, qui sont bien faites et tout, c'est du fer. On a même, regardé dans les petites alternatives de nos motos, il y a des pièces dont on a besoin de façon plus intéressante, mais dont on nous donne des tocs. Quand vous prenez, ça se casse, alors qu'avec notre fer, ça peut être encore plus durable. C'est-à-dire que le besoin, il est là. Le besoin, il est là. Mais on a l'impression que nous ne sommes pas arrimés à une offre qui aille s'arc-bouter à ça. C'est bien cela, votre projet? En fait, moi, mon projet, c'est en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, historiquement, dans les anciens royaumes, un chef ou un roi qui veut être puissant doit maîtriser 2 éléments. C'est-à-dire maîtriser le fer et maîtriser le cheval. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne maîtrise rien. Parce que maîtriser le fer, c'est garantir sa sécurité. Maîtriser le fer, c'est garantir sa nourriture, garantir ses savoirs et savoir-faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons du fer dans notre sous-sol et on a des forgerons au Burkina Faso, mais incapables de pouvoir profiter des ressources de notre sous-sol. Ça veut dire qu'en fait, on vit par procuration, c'est-à-dire qu'on a donné notre dignité à quelqu'un qui doit parler à notre place, parce qu'il est temps pour nous de nous nommer. Il est temps pour nous de savoir profiter des opportunités qui sont sur le sous-sol, dans le sous-sol où nous avons. Et aujourd'hui, moi, mon objectif par rapport à cet atelier de la force, c'est quoi? C'est créer un espace de création, faire en sorte que, en fait, tous les créateurs, parce que je vois souvent des forgerons qui fabriquent des charrues motorisées et qui facilitent le travail. Maintenant, ce n'est plus des ânes, il faut fabriquer ces outils-là. Donc, je vais appeler ces créateurs-là qui vont venir dans cette école-là, appeler des jeunes et nous allons les former. Former ces jeunes-là pour que, d'ici 3 ans, qu'on puisse aussi être autonome et qu'on ne soit pas en train d'aller ailleurs pour chercher des choses alors que nous, on a chez nous. On sait que très souvent ce type d'initiative, elle ne demande pas que l'implication d'une personne, parce que il faut une synergie en la matière. Aujourd'hui, vous êtes un natif de Arbolé, c'est sûr que ceux qui sont avec vous sont d'abord les natifs de Arbolé qui se disent voilà quelque chose qu'on doit accompagner, parce qu'un fils de chez nous rappelle qu'on a une histoire, on a une richesse, on a quelque chose à valoriser. Maintenant, après, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent à côté. Vous attendez quoi? En fait, ce que moi j'attends, c'est, comme on a dit, la forge nous enseigne tout. Parce que dans l'atelier de la forge, on a banni tout ce qui est conflit. Parce que dans l'atelier de la forge, c'est l'interdépendance, c'est la gestion collective des choses. Parce que quand on prend rien que les outils nous enseignent tout cela. Parce que le marteau à lui seul ne peut pas transformer la matière. L'enclume à elle seule ne peut pas transformer le fer. Donc, c'est-à-dire que c'est une intelligence collective comme ça, l'interdépendance de tous ces outils-là. Donc, à l'image de cette forge-là, je demande à toutes les personnes qui peuvent accompagner cette initiative-là pour qu'on puisse valoriser non seulement la forge, pour qu'on puisse sortir de la forge de ce ghetto, de cette peur, où on a mis cette forge-là, où on a dit que quand on voit un forgeron, il y a ce mépris. Et donc, du coup, moi, j'aimerais que toutes ces personnes qui sont à côté ou qui entendent, qui nous écoutent, puissent venir qu'ensemble, qu'on puisse partager ces connaissances-là ensemble. Et, ne vous inquiétez pas, True TV sera avec vous, puisqu'on a fait vivre déjà le début des choses, et je pense qu'on va continuer. Et ceux qui ont regardé et qui continuent d'être intéressés pourront donc apporter leur pierre ou leur fer. En tout cas, merci beaucoup. Merci à True TV, en tout cas, de nous avoir permis de pouvoir parler de cet atelier de la forge de l'inamovible enclume. Et vraiment, merci beaucoup. La porte du JDS reste ouverte. Merci bien, KPG, d'être passé. C'est comme ça aussi qu'on termine ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.